la santé sexuelle, en fait, et comme vient de le dire Sophie, on en fait depuis le début finalement, sous l'angle de la réduction des risques, sous l'angle de la prévention. Et c'est vrai que pour SIS, afin de mieux favoriser l'accès à une information fiable, précise, adaptée à la santé sexuelle, SIS a développé une nouvelle offre. Donc il s'agit de Sexualité Info Santé, c'est un site internet. C'est un projet qui s'inscrit dans une stratégie de développement des missions de l'association. Et c'est Aram, donc la directrice de SIS, qui va nous en dire un peu plus. Donc comme je disais, en 30 ans, on a évolué, on a quitté, enfin on n'a pas quitté le VIH, mais on s'est étendu à d'autres problématiques connexes au VIH justement, à des problématiques inhérentes aux risques sexuels, aux maladies chroniques, à l'exercice du droit des personnes et des malades, à leur soutien, à leur accompagnement, mais également au soutien des personnes en questionnement autour de leur orientation sexuelle et à leur identité de genre. La spécificité de SIS est sans doute la possibilité d'une approche globale de la santé, incluant la santé sexuelle et sortant également de la notion de risque. Et c'est là, nous l'avons affirmé depuis 2011, comme l'atteste l'affiche qu'on a sortie des tiroirs. Notre approche, elle est centrée sur la personne en intégrant les dimensions subjectives, émotionnelles, relationnelles, psychologiques, mais aussi contextuelles, telles que les déterminants sociaux, économiques et géographiques. C'est en nous appuyant donc sur ces principes affirmés dès l'origine, qui est le renforcement de l'autonomie et de la dignité des personnes et la reconnaissance des besoins et des savoirs des individus quant à leur santé, que nous avons établi des constats. Je ne vois pas, donc c'est embêtant pour moi, parce que j'ai ça derrière moi. Apprendre à parler de la sexualité simplement, c'est préciser quelle est la place de chacun et confirmer leur droit à la leur, c'est les amener au dialogue et à une plus grande prise de conscience de soi et des autres et donc de leurs responsabilités. L'accès à une information claire, objective et opérationnelle en matière de santé sexuelle est un enjeu important pour eux, quel que soit l'âge et le lieu de résidence. Il s'agit en effet de reconnaître et faire respecter les droits des personnes pour une liberté de choix et vivre une sexualité sans répression ni dépendance. En effet, on sait que le fait de se questionner sur sa sexualité, ses pratiques, d'être incapable de l'évoquer sans contrainte à son entourage, augmente le stress émotionnel et psychologique et qui peut impacter aussi la santé mentale. Ces stress peuvent augmenter aussi le risque d'abus de produits psychoactifs, entre autres. Et c'est dans ces situations de fragilité que justement le risque d'être affecté par une IST, dont le VIH, est une réalité plus ou moins forte selon le public ciblé. Dans un contexte où la sexualité reste un tabou pour la majorité des personnes, incluant même les professionnels de santé, SIS Association a décidé donc d'ouvrir un espace de parole dans la porte d'entrée et la santé sexuelle, y compris dans une approche de prévention. Alors les objectifs de cette offre, c'est de permettre à tout public de trouver un espace d'information précise, adapté à la situation de chacun, de sensibilisation autour des questions de santé sexuelle, mais aussi un lieu d'expression dans une approche inclusive. Toutes les sexualités, toutes les générations, tous les genres seraient représentés. C'est d'améliorer également la prise en charge des usagers, et aussi, puisque ça manque, c'est d'augmenter, nous, notre propre visibilité et la notoriété de SIS dans le champ de la santé sexuelle. Et c'est vrai que, comme l'ont dit les écoutants, la porte d'entrée, c'est le VIH, mais souvent, on se rend compte que le problème, c'est pas tant le VIH, c'est qu'est-ce qui se joue autour du VIH. Qu'est-ce qui se joue en dehors du VIH. Et donc ça, c'est... Et je pense que, les écoutants pourront le dire, mais les gens arrivent des fois en disant « Mais moi, je ne sais pas le VIH dont je veux parler. Mais je ne sais pas à qui m'adresser. » Et je pense que peut-être vous pouvez me répondre. Et effectivement, et là, sont abordées d'autres questions, notamment autour de la santé sexuelle. Donc, en tout cas, nous, en ce qui concerne ces objectifs, ça permet d'améliorer la santé globale de l'individu, ça c'est pas nous qui le disons, mais c'est un constat, de déconstruire les fantasmes et les tabous sur la sexualité, de dédramatiser le vécu de la sexualité avec son lot de satisfaction et de désillusion, d'en finir avec les dictats sur la sexualité performance, l'image du corps imposé, restaurer l'image de soi, l'estime de soi,
promouvoir une sexualité inclusive, anti-oppressive, parler du consentement et de ses difficultés, témoigner d'expériences difficiles ou favorables, de situations très favorables. L'idée, en tout cas, c'est de proposer une réponse globale sur une santé sexuelle, mais propre à chaque public, par une collaboration avec les experts identifiés. Et, comme tu le disais, Sophie, c'est travailler aussi en réseau, parce que après, on entend ce que les gens nous disent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et on ne peut pas répondre à tout. Et voilà. Donc l'usager doit pouvoir trouver un accueil convivial, anonyme et confidentiel, ce qui fait notre marque de fabrique, une écoute individualisée et adaptée, une information concise et une orientation vers les services spécifiques. Alors, effectivement, ce que nous avons proposé, en premier lieu, c'est une offre web pédagogique et inclusive. Un site internet qu'on a appelé Sexualité Info Santé. Bon, on ne s'est pas foulé sur le nom. Hein. Mais bon, c'est très simple. Sexiste, en fait. Voilà. Alors l'idée, c'est d'apporter des informations fiables, une éducation en matière de santé sexuelle par une porte d'entrée unique, un accès personnalisé aux informations recherchées. Fournir orientation, réflexion pour aider les publics ciblés à développer et maintenir une sexualité telle que définie par l'OMS. Et on a voulu un contenu et des visuels spécifiques. Donc vraiment, on a voulu une offre packagée, en fait, par thématique minoritaire, voilà. Alors pourquoi cette offre? Alors il y a pas mal d'études qui ont été faites, alors évidemment, malheureusement pas en France, mais souvent au Canada, en Belgique, qui ont montré que le cyberespace constitue une dimension incontournable pour mieux comprendre, mais aussi pour mieux agir sur les déterminants de la santé, notamment par la transmission d'informations fiables, validées et par des interventions en ligne. L'avantage du site internet, c'est qu'on a une prise en charge rapide de la demande. L'internaute, il arrive, il trouve l'information qui lui convient, et puis voilà. On a des renseignements fiables, certifiés par un personnel formé et compétent, un service assurant l'anonymat et la confidentialité des informations demandées, un service assurant l'accessibilité au public ciblé, et grâce à des sections distinctes, conçues particulièrement pour différents publics, les visiteurs sont assurés de trouver les renseignements pertinents à leurs besoins. Et ce site internet nous permet aussi d'orienter les usagères et usagers vers les dispositifs d'aide à distance en santé sexuelle mis en place par CIS pour un échange individuel autour de leur situation et de leur questionnement. Alors l'information qu'on fournit sur les sites internet ne remplace pas une consultation, c'est pas un diagnostic, c'est pas un traitement d'ordre médical. Hein. Vraiment, on propose des réponses à des questions et aux problèmes que peuvent se poser les internautes. Et l'avantage, c'est que l'internaute peut naviguer au gré de ses besoins, et ça, c'est génial. Donc, on a donc ce site internet, mais on a également mis en place une messagerie instantanée, un dispositif de messagerie instantanée et de réponse mail. Alors, on a privilégié dans un premier temps ce dispositif parce que ça nous semblait plus simple, et je l'évoquerai plus tard dans ma conclusion, mais ça nous semblait plus simple, en tout cas, dans un premier temps. Alors avec une réponse mail, hein, pour ce qui est de la réponse mail, c'est selon nous, nos indicateurs et nos objectifs, c'est en 48 heures maximum, donc on comprend. Et donc qu'est-ce qu'on propose à ces usagers? C'est une écoute professionnelle, inclusive, singulière, contre toute forme de discrimination. Et ça, c'est ce que font tous les écoutants, c'est ce qu'on fait à ces services, mais quelle que soit la thématique. Donc les sollicitations sont traitées par des écoutants, qui sont des professionnels et qui sont formés à l'écoute en santé sexuelle. Ils ont eu une formation, ils ont eu en plus de toute leur expertise, de l'expérience qu'ils ont, une formation en santé sexuelle. Puisque ce qu'on souhaite, c'est vraiment apporter un accompagnement mais très personnalisé. Il ne faut pas que l'individu pense qu'on parle d'une manière générale, il faut que quand quelqu'un pose une question, il sache qu'on s'adresse à lui personnellement. Donc, depuis le lancement, donc c'était en septembre 2020, donc on a eu pas mal de chats et de mails. Et donc, ah oui, donc là, oui. Il y a eu 27 000 visiteurs sur notre site internet en un an, 56 000 pages vues, et la plus vue, qui représente de 23% de nos appels,
C'est celle-là. Comment savoir si je suis gay, lesbienne, bi. Et dans nos fiches, quand on a repris les fiches d'appel, donc les thématiques qu'on a le plus vues, voilà, donc c'est, je vous laisse les dire, mais moi j'en ai retenu 3 parce que j'ai collé des verbatims derrière et ils sont assez parlants. Mais il y a la peur d'une sexualité non épanouie, la peur d'une grossesse non désirée, se poser simplement des questions sur sa sexualité. Et ça, ce sont des thématiques qui viennent des fiches d'appel. Il faut savoir que quand les écoutants traitent les chats ou le mail, ils remplissent une fiche d'appel avec tout ce qui est dit au cours de l'appel. Donc voilà un peu ce qu'on peut retrouver. La peur de parler de son orientation et de son attirance sexuelle, annoncer son attirance pour une autre personne de même sexe, se confier, difficulté à annoncer sa sexualité aux proches, avoir peur d'être jugé, besoin d'échanger avec une personne de confiance, parler de ses explorations sexuelles, son corps, besoin de se comparer aux autres pour vérifier que tout est normal, se réapproprier sa sexualité normale suite aux violences sexuelles, gérer les blocages, les malaises, les limites, perte de confiance, de désir, baisse de libido, accès à la sexualité pour les personnes en situation de handicap. Alors, j'ai repris 3 verbatims qui témoignent de ça. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à les lire, je vais essayer de les lire avec vous. En fait, le premier concerne donc une jeune femme de 21 ans qui a été victime de violences sexuelles plusieurs fois dans sa vie. Elle dit qu'elle est en relation depuis 1 an avec son copain, mais malheureusement pour le moment, la relation est à distance. Nous n'avons plus à avoir de vie sexuelle car je suis bloquée. Comment pourrions-nous faire pour que je me sente à l'aise, même à distance? Le deuxième témoignage, c'est bonjour, je me sens dans une impasse avec mon compagnon. Nous vivons ensemble, nous nous aimons, nous avons un petit garçon de moins d'1 an. Notre sexualité ne va pas bien du tout. Je ne ressens quasi plus aucun désir. Déjà lors de ma grossesse et depuis l'accouchement idem, il y a quasi 10 mois. Ce qui me rend triste et inquiète. Mais je ne suis pas certaine du tout que la grossesse soit en lien avec cette situation. Mon compagnon a du désir tout le temps, il ronge son frein et est très malheureux. Il perd confiance en lui, ne pense qu'à ça, se sent délaissé. Nos liens s'abîment, nous nous éloignons, nous nous disputons. Je ne sais pas comment trouver des solutions, je suis perdue. Je ne peux et ne veux pas me forcer. Je suis bloquée. Ne rien faire, c'est laisser mourir mon couple. Mais comment faire? Femme de 40 ans. Et le dernier, c'est un témoignage que j'ai trouvé assez édifiant du côté un peu, je vais dire politiquement correct, pudiquement, mais un peu coincé qu'on a nous les Français, en France en tout cas. Donc, est-ce que je peux prendre? Oui, prends-le en main. Merci, et en fait, donc là, c'est une femme qui dit « Bonjour à tous, tout d'abord, quel plaisir j'ai pu avoir à découvrir votre site, que je ne connaissais pas. À ce jour, le seul que je connaisse qui ose parler de sexualité et de handicap de manière simple et accessible. Tellement d'autres ont essayé sans jamais y réussir. Je n'ai pas de questions particulières à vous formuler. J'aimerais davantage que ce message soit considéré comme un témoignage ou appelons-le comme bon il nous semble, d'une personne en situation de handicap de naissance, se déplaçant en fauteuil roulant, et pour qui tout simplement, en espérant ne pas choquer personne, le sexe est important. J'ai par chance un handicap moteur qui me permet d'avoir une vraie autonomie, une vie personnelle, professionnelle et privée. J'ai connu tellement d'autres personnes, hommes, femmes, pour qui tout cela était compliqué, voire impossible. Dans notre pays, en France, ce sujet est encore malheureusement tabou, même si certains essaient d'en parler plus ouvertement, sans trop de résultats. Il suffit de voir ce que le sujet des assistantes sexuelles évoque pour certains politiques ou autres, alors que dans d'autres pays, cela est tout sauf un problème majeur. Donc, c'était assez... J'avais envie de partager cette... Ah oui, mais ça continue, en plus c'était très long, c'était coupé en 2. Donc en France, évoquer la sexualité et le handicap, mais avant tout mal à l'aise les nombreuses personnes.
Question de mentalité avant tout. Le travail à effectuer est sans fin. Par expérience, si je puis dire, j'ai renoncé ici à tout ce qui est site de rencontres privées, annonces explicites, club privé ou encore prise de rendez-vous avec escorte ou similaire. Pourtant, tout cela est possible en Belgique, notamment aux Pays-Bas ou encore en Angleterre. Étant proche de la Belgique, je n'ai jamais fait ici ou là de mauvaises rencontres ou entendu de réflexions qui vous mettent mal à l'aise, bien au contraire. Certains clubs privés vous accueillent simplement, comme tout être humain cherchant un moment intime. Les rendez-vous pris ici ou là se déroulent en ne faisant jamais ou très peu référence à mon handicap. Tout cela pour dire combien en France il est difficile d'exprimer et de vivre tout cela, comme tout un chacun. Un fait qui explique beaucoup de choses en Belgique. L'ensemble des lieux de rencontre sont à peu près tous adaptés aux personnes en situation de handicap. En France, pour l'interrogation, autant oublié. Donc voilà, j'avais envie vraiment de partager ça parce que c'est assez édifiant de ce que la sexualité ou la santé sexuelle en France et les freins qu'on peut se mettre nous-mêmes d'ailleurs. Et l'idée justement de cette offre, c'est de pouvoir d'être vraiment inclusif. Et donc, en conclusion, ce qu'on voulait dire, c'est et la suite. La suite pour nous, puisque on est quand même un dispositif, on est quand même une association de relations d'aide à distance, et on ne se limite pas au web ou au chat, et en premier lieu, c'est le téléphone. Et donc l'idée de la création d'une ligne d'écoute spécifique santé sexuelle a germé, elle a toujours été là, mais ce qu'on ne voulait pas, c'est tout de suite, d'ailleurs, lancer un numéro, on ne savait pas déjà lequel, est-ce qu'il fallait reprendre le numéro de site d'infoservice ou pas. Un nom d'une ligne, on n'a pas encore réfléchi à tout ça. Donc on s'est dit, on va déjà, et puis on ne sait pas du tout quel va être le contenu de ce qu'on va entendre au téléphone. Donc c'est pour ça que ce test-là de l'internet, enfin du mail et du chat, ça nous permet d'évaluer la demande des gens qui nous sollicitent. Déjà en termes de volumétrie, savoir est-ce que c'est quelque chose on aura beaucoup de sollicitations, mais également la teneur. Et ça c'était important, et ça va nous permettre de circonscrire le périmètre d'ouverture de la ligne. Est-ce qu'il faudra l'ouvrir de 8h à 23h tout ça c'est des choses qu'on va définir et sur lesquelles on va travailler encore. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc 30 ans d'aide à distance ont permis vraiment pour SIS d'asseoir une expertise à l'entretien en santé sexuelle. Même si les écoutants ont été formés à la santé sexuelle, je pense qu'ils pourront le dire, ils n'ont pas été perdus par rapport aux sollicitations qu'ils ont reçues. Notre objectif, c'est vraiment de nous... Enfin, en tout cas pour aujourd'hui et pour les années à venir, c'est de continuer à nous inscrire dans la stratégie nationale de santé sexuelle. Alors on ne fait pas partie des comités de pilotage, et ça nous embête bien, mais on espère quand même, parce que je pense qu'on a des choses à dire, et on aimerait bien pouvoir intégrer ces comités de pilotage stratégique. Alors, lors de la première feuille de route, j'avais demandé à Yette, on m'a dit, les groupes sont déjà formés, on va attendre la deuxième, elle est en train d'être faite, et le train est passé, nous on n'a pas pu monter dedans. S'il y en a une troisième, j'espère qu'on pourra monter dedans, mais en tout cas c'est important pour nous de témoigner. Alors si ce n'est pas au niveau de la DGS, mais c'est à travers les partenariats qu'on peut nouer, notamment avec Santé publique France, mais avec toi aussi Sophie, pour apporter en tout cas tout ce qu'on entend et ce qu'on peut faire aussi par la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Franck, tu as une question? Non, il y a là, qui a le micro? Oui, moi j'en serais une question pour vous, le docteur. Vous avez montré dans votre diapo les XAPA et les CARUT comme des dispositifs de santé sexuelle. J'avais juste un point d'interrogation par rapport à ça. Toi, Sophie, je pense. On est deux docteurs, donc c'est un peu tard. Pardon. Alors, c'est pas moi qui ai créé ces diapos, hein, c'est la DGS. Je pense que les XAPA et les CARUT, qui sont des structures de prévention, de réduction des risques en addictologie, doivent s'ouvrir à la santé sexuelle. Et si on lit le guide qui a été édité par le RESPAD, là, et tout,
la façon de prendre en charge la santé sexuelle pour les personnes en situation d'addiction. Et ça marche dans l'autre sens, hein, de prendre en charge les situations d'addiction quand on fait de la santé sexuelle. On voit à quel point c'est évident qu'ils doivent souffrir à la santé sexuelle. Je ne dis pas qu'ils le font tous, hein, bien sûr que non. Mais voilà, enfin après, l'idée c'est de tendre vers un objectif et puis de la même façon que tous les XAPA et les CARUT ne font pas de prise en charge spécifique quel sexe. Mais voilà, très clairement, vu l'épidémiologie actuelle de ces consommations, ça va falloir que ça ait lieu et ça va sans doute être un mal pour un bien et permettre de poser ces questions autour de la sexualité de leurs usagers et usagères. Alors, c'est vrai que notamment que la question pour moi, pour les CARUT, ça serait, en termes de santé sexuelle, c'est comment retrouver le chemin de la santé sexuelle. Je m'explique, j'ai fait de l'échange de seringues en 95 à Marseille-Provence, et à l'époque, lorsqu'on distribuait des Steribox, les usagers nous rendaient les préservatifs en disant « Hé mon gars, moi ça me sert vraiment à rien ». Merci. Franck, tu avais une question ? La question s'adresse à Sophie Florence, parce qu'il vous reste en fait 2 minutes sur votre intervention et je suis un peu frustré que vous ayez zappé l'avant-dernière diapo de votre intervention, je crois qu'on est plusieurs. Ça vous envie juste de revenir dessus, c'est possible ou c'est compliqué? Je ne sais pas si... Non, c'est faisable, hein. C'était les freins, on parlait de sexualité dans les consultations. Et juste avant, il y en avait une autre aussi qui était assez intéressante. On va chercher la diapo en question. Je me suis posé la question de où se situaient les 2 témoignages dans mes niveaux d'intervention et je n'ai pas forcément trouvé la réponse. Est-ce que c'est celle-là, Sophie, celle qui apparaît à l'écran? Pour moi, c'était celle-là, ouais. Est-ce que c'est celle-là, Franck? Juste avant, c'était justement les niveaux d'intervention. Encore avant? Tu veux qu'on fasse le démarrage? C'est celle-là qui a été. Non, pas encore. C'était sur les freins, d'accord. Je crois que le frein principal, c'est ce sentiment d'illégibilité, alors que finalement, d'illégitimité, alors que finalement, on est tous plus ou moins légitimes à parler de sexualité, et que pour améliorer ça, plus on se sent dans un réseau, plus on se sent formé, plus on se sent apte à ouvrir le dialogue, et ça fonctionne. Je pense qu'il y a un autre vrai problème, c'est le manque de temps, hein, qui va correspondre à un manque de ressources. C'est vrai que moi, je m'adresse plus souvent aux médecins généralistes, ça peut être compliqué rien que de poser la question, parce que la réponse va être très longue, prendre beaucoup de place dans la consultation. Je suis persuadée que c'est important de la poser et que si elle n'est pas terminée à l'issue de la consultation, on se revoit plus tard pour en rediscuter. Voilà, je passerai les différences d'âge et de genre, ça peut revenir à la question des CARUT. Si on n'est pas formé sur une certaine spécificité, ça peut être compliqué, mais néanmoins, de toute façon, les usagers, ils en savent plus que nous sur leur sexualité, sur leur consommation, et c'est discuter avec eux et donner des pistes, mais voilà, on n'est plus dans du sachant et de la transmission de savoir 100%. Enfin, moi, très clairement, sur le chemsex, j'en apprends tous les jours, en ce moment. Et voilà, je ne me sens pas gênée d'en parler, même si je ne connais pas forcément la dernière drogue à la mode. Peur de l'érotisation dans la relation de soins, je crois que c'est quand même une diapo qui vient de psychologue, et c'est plus là que ça se joue, mais bon, ça peut être un frein aussi à parler de ça dans la consultation. Merci Sophie. Une question. De Fred, si je vois bien. Là-bas, tout à l'heure. Merci. Ma question est pour Sophie Florence. Tu as évoqué le fait que le site FormaPrep, qui est destiné aux soignants sur la PrEP, soit développé en site sur la santé sexuelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Avec plaisir. Parce que du coup, FormaPrep est un site qui a été mis en place sur impulsion de la DGS par la Société française de lutte contre le sida, la SFLS,
et le Collège national des médecins généralistes et la SPIF, qui est la Société de pathologie infectieuse de langue française, qui est vraiment très orientée PrEP, mais avec un volet aussi à bord de la santé sexuelle. On sent très clairement, si vous allez sur cette formation, qui pêche un peu, et donc on veut l'améliorer. Je suis contente de soulever cette question parce que finalement la SFLS, qui a aussi le nom SIDA dans son nom, se pose les mêmes questions que SIDA Info Service, de son évolution. Ils ont mis en place leur journée nationale au mois de mars, qui était au départ des journées PrEP, IST, santé sexuelle, avec tout le besoin qu'il y a eu au moment de la montée en charge de la PrEP, de formation des professionnels, ce qui est un peu moins le cas maintenant, même s'il faut continuer la formation et pas rater le fait que la PrEP aille à tous les publics, vu que voilà, on sait qu'actuellement c'est uniquement 98% d'HSH qui ont accès à la PrEP, mais et ça passera justement par la santé sexuelle. Donc voilà, moi je milite au sein de cette association aussi pour qu'on évolue vers la santé sexuelle, pour que ces journées ne s'appellent plus PrEP, IST, santé sexuelle, mais santé sexuelle seulement, les IST, la PrEP étant un domaine de la santé sexuelle, mais pas que. Et ça avance, donc on m'a dit que pour cette année c'était trop tard, mais que l'année prochaine, sûrement on essaierait ça. Et ça va aussi avec le rapprochement avec les CPEF, enfin voilà, on essaie d'avancer comme ça. Vu ta détermination, c'est que tu vas pas lâcher l'affaire. Hein. Et je travaille d'ailleurs aussi dans le réseau de santé sexuelle publique qui, pour le coup, a une vraie vocation à la fois de cartographie de professionnels de santé sexuelle publique, mais moi, ce qui m'intéresse plus dans ce réseau, c'est vraiment tout ce qui est formation, dimension de formation. Et du coup, c'est de les intégrer parce que, pour le coup, c'est des vraies formations sur le côté santé sexuelle. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Oui? Non? Ben, il n'y en a plus. De toute façon, j'ai une question. Ah, si, une question. Oui. La dernière. Parce que du coup, tu as montré qu'il y avait 68% des appels qui étaient des femmes, des témoignages. Il y avait des femmes. Ouais, et du coup, dans les appels à 6, c'est quel pourcentage Sur les appels sur le VIH, c'est sur ouais, c'est ça. Traditionnellement. Alors, je vous un peu une colle là, parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais. C'est une trentaine de pourcents. C'est une trentaine de pourcents, C'est 28%. Ouais, donc c'est vraiment intéressant et ça va avec la binarité des sessions. Ouais. C'est ça. Du coup, ça pose question et moi je ne l'ai pas mis dans ma présentation, mais il y a tout le débat sur le YEL aussi, enfin ça va dans l'écriture inclusive, mais dans la presse aujourd'hui, là, ils s'acharnent sur le YEL. Ouais. Ça pose plein de questions. Hein. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, juin 2001. Cet anniversaire nous incite à réfléchir à tout ce que nous avons entendu au fil de ces 4 ans et sur un paradoxe qui nous semble grandissant. Jamais la société française n'a autant débattu de l'homosexualité et en des termes aussi citoyens. Les questions posées en ont soulevé d'autres, sur l'homophobie, sur les manques récurrents d'informations sur la sexualité dans l'institution scolaire, sur les risques suicidaires liés aux difficultés des plus jeunes gays et lesbiennes. Jamais la prise de parole des gays, des lesbiennes, des bisexuels n'a été aussi importante. Jamais la visibilité réelle, hors des caricatures ou des surdramatisations auxquelles nous avions été longtemps habitués, n'a été aussi marquée. Alors qu'on pourrait croire, et beaucoup le font un peu rapidement, que les problèmes sont sinon résolus, du moins en voie de l'être, qu'on pourrait se dire que cette reconnaissance citoyenne, cette visibilité gagnée serait source d'une plus grande capacité pour celles et ceux qui réalisent leurs différences à l'accepter et à la faire accepter à leur entourage, nous sommes les témoins d'une persistance de la difficulté, de la culpabilité, de la honte et de la souffrance. Comprendre que leurs émotions, leurs désirs, leurs fantasmes ne sont pas ceux de la majorité semble être encore un drame pour beaucoup d'hommes et de femmes. Je commence à assumer ma différence, alors que ça fait des années que ça dure, 7 ans. Et ça fait 1 an que j'appelle et que j'ai besoin d'en parler. C'est pas évident et j'y pense souvent. C'est de l'attirance pour les deux, mais je suis
enfin je suis pas moi, depuis des années. L'homme viril a exprimé le côté féminin, attirance par des sports féminins, la danse, la gymnastique. Ça me hante. Et quand je fais ça, je suis dans ma bulle et je suis bien. La ligne m'a aidé à exprimer cela et me faire sentir plus libre. Je pensais que c'était pas normal. Homme, 27 ans. Ligne Azur s'est créée en réponse à différentes enquêtes menées dans le monde à la fin des années 80, montrant la particulière vulnérabilité des jeunes gays aux prises de risque VIH. Le postulat, quand on assume mal son orientation sexuelle, on gère mal la prévention que nécessitent les pratiques, continue à se vérifier dans de nombreux appels. Ils sont dans des questionnements existentiels. Qui suis-je? Suis-je vraiment homo, bi? Comment vais-je pouvoir le vivre? En parler aux autres? Y a-t-il d'autres personnes comme moi? Comment pourrais-je les rencontrer? Bien sûr, on a entendu parler du sida, des risques, mais ce n'est pas la priorité quand on se demande qui l'on est et comment on va vivre avec ce qu'on découvre de soi-même. Lors d'un premier rapport sexuel, un jeune gay a souvent émotionnellement déjà beaucoup vécu de choses qui l'ont rendu vulnérable. Je suis avec ma copine et par moments, j'ai des relations avec des garçons. J'ai du mal à assumer. Je ne sais pas comment faire. Comment le vivre? L'importance de renforcer tout ce qui est une source de soutien et d'écoute qui peut aider un jeune gay ou une jeune lesbienne à mieux accepter, à mieux s'accepter ou à mieux se faire accepter de son entourage semble donc être plus que jamais à l'ordre du jour, que cela soit sur le terrain du VIH ou celui de la prévention des risques suicidaires. Il serait illusoire de croire que cela représente la solution, mais c'est certainement un élément capital du dispositif. Plus que jamais, Ligne Azur y a sa place. Ma nièce de 16 ans nous surprend beaucoup en s'habillant en garçon, se bandant les seins. Et elle dit à ma mère, sa grand-mère, qu'elle veut prendre des hormones pour se faire pousser les poils. Je trouve qu'elle passe beaucoup de temps sur le net et me demande si cela pourrait pas être une nouvelle influence. Elle est passée par différentes phases, gothique par exemple. Quand je lui pose la question si elle est attirée par des filles ou des garçons, elle dit qu'elle n'en sait rien. Vous ne pensez pas que l'identité sexuelle et l'identité de genre, ça fonctionne ensemble? Qu'elle voudrait changer de genre pour connaître son identité sexuelle? Je suis homosexuelle. Et ça n'a pas été simple dans la famille. J'avoue que cette question transgenre me dépasse et inquiète aussi toute la famille. Merci. Merci Gaëlle.